Okay, we'll get started. Good morning, good afternoon, good evening. Eh bien, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Frank Riley. Je suis analyste principal suivi évaluation chez IDEAL. Je vous accueille à cette session qui parle des exigences de données pour la planification de contingence orientée sur HDP. Nous sommes dans une série de partage de connaissances qui parle de collecte de données pour la prise de décision dans la cohérence HDP. Avant de commencer, je dois vous dire que cette session sera enregistrée et que nous avons l'interprétation offerte en anglais et en français. J'invite tout le monde à choisir sa langue de préférence de la session. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran Zoom et sélectionner la langue de votre choix, soit l'anglais ou le français. Si vous entendez des bruits de fond, vous pouvez aussi sélectionner l'option de couper l'audio original sur ce même bouton ou laisser le bruit de fond. À tout moment, si vous avez des questions ou commentaires, posez vos questions dans la boîte de discussion. Nous nous efforcerons de répondre à vos questions au bon moment et on aura le temps alloué pendant la session pour les questions et les réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des données nécessaires pour développer des scénarios actuels à des plans de contingence dans les situations d'urgence. La planification de contingence est un processus important pour la planification HDP et c'est important dans un contexte de gestion adaptative pour permettre au programme d'ajouter ou d'adapter des ressources en cas de crise afin de protéger les gains acquis d'investissement à long terme et offrir simultanément l'assistance d'urgence humanitaire à des populations vulnérables. Souvent, ils sont financés par des modificateurs de prix insérés dans le budget. Et pour nous qui sommes dans les projets RFSA financés par le Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID, puisque le BHA a un financement, il y a toujours ce financement qui n'est pas accessible à tout le monde, mais même dans ce contexte, le besoin de planification de contingence est très important pour mieux répondre à une crise. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons entendre de Patrick Quentin, chef de parti de Terre au Vie au Burkina Faso et au Niger. Il va parler de son expérience de planification de contingence dans la cohérence HDP et comment ils ont mis en œuvre leur plan de contingence dans plusieurs situations. Malheureusement, Perrine Piton, qui travaille pour le consortium BRICS en Somalie, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Donc, on va exercer une grande pression à Patrick pour nous aider pendant cette session, mais il y a de très bonnes informations qui ressortent de leur activité au Burkina Faso et au Niger et on a hâte d'entendre de sa part. Suite au dialogue dynamique, nous allons ouvrir la voie aux membres du public pour partager leur expérience de la planification de contingence et on aura une expérience d'interagir entre nous. La session d'aujourd'hui sera animée par Justin Ginetti, qui est l'agent principal de la gestion d'information et l'analyse de risque au niveau de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Maintenant, on va voir comment les décideurs utilisent les données pour élaborer les politiques ou prendre des décisions programmatiques. Cela étant dit, mesdames et messieurs, je vous présente Justin et Patrick. Justin, à vous la parole. Merci. Merci Franck et mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à tout le monde et à Patrick qui est notre invité d'aujourd'hui. Ma première question à Patrick, j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez décrire les activités que vous entreprenez? Est-ce que vous pouvez juste nous dire de quoi s'agit vos activités au Burkina Faso et au Niger et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Merci Justin, bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Quentin, je suis le chef de parti de l'activité Terrovie. Terrovie, c'est une activité financée par l'USAID de 5 ans dans la zone du Sahel, au Burkina Faso et au Niger. C'est un projet de développement qui travaille sur 3 secteurs. Premièrement, la sécurité de l'eau. 2, utilisation productive des terres. Et 3, gestion des risques.
Je crois qu'il est très important de comprendre que c'est une approche systématique. Nous voulons renforcer la résilience des institutions, surtout au niveau des communes, pas au niveau des communautaires, mais au niveau des communes. Si vous regardez ce genre de programmation, si vous regardez le spectre de la réponse d'urgence jusqu'aux activités de développement, c'est fortement lié à l'aspect de travail de développement que nous faisons. Une chose qui est aussi importante à dire, c'est que si nous ne travaillons pas dans les communes, nous avons des fortes collaborations avec les RFSA qui travaillent au niveau des communautés et qui créent les connexions entre leurs activités communautaires et nos activités au niveau des communes, ainsi que d'autres interventions sur le plan national. Donc, c'est vraiment important de correspondre le travail communautaire et des communes et le lier à ce que nous faisons au niveau de pays, ce qui est essentiel pour les trois secteurs et particulièrement sur le secteur de gestion de risque que nous allons discuter un peu plus tard pendant cette conversation. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez que le Sahel, c'est une zone volatile du monde qui, depuis des décennies, est touché par des effets de changement climatique, notamment les sécheresses, les inondations, et les mêmes communautés vivent un grand nombre de catastrophes, comme les épidémies épisodiques. Nous avons les feux de brousse et un très grand nombre de risques qui se matérialisent très rapidement. Et au cours des 10 dernières années, nous avons aussi vécu une très grande insécurité sur cette zone. Notre bailleur de fonds, l'USAID, quand il finançait l'activité et même d'autres activités, parce que Terre aux Vies, ce n'est qu'une partie des grandes activités de résilience sur le Sahel. Et notre bailleur de fonds voudrait que les partenaires de mise en œuvre soient bien placés afin de changer la situation et les actions en fonction de ce qui se passe sur terrain. Et quand on a démarré Terre aux Vies en 2019, dès le début, on a dû faire ces modifications à cause de la crise de COVID qui a ravagé le monde entier. Ça, c'est aussi un risque supplémentaire qu'on n'avait pas prévu, mais cela nous a défiés à faire certaines modifications. Pour ce fait, l'USAID a créé un modificateur de crise en interne sur l'activité Terre aux Vies et ce cet modificateur de la crise pourrait être activé dans le cadre d'un plan des activités de contingence. En bref, voilà ce dont il s'agit Terre aux Vies pour mettre en perspective avant d'entrer un peu plus en profondeur. Merci beaucoup, Patrick, pour ces informations contextuelles. Vous nous avez donné la bonne perspective pour une conversation beaucoup plus approfondie et à fond. J'aimerais juste réitérer ce que vous avez dit en termes de plans de contingence et les différents chocs qui se produisent. C'est une question à deux volets. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer les différents scénarios qui animent ces plans de secours ou ces plans d'urgence, si vous voulez? Et deux, quels sont les indicateurs essentiels que vous utilisez pour définir ces scénarios et faire le suivi des conditions au cours du temps? Vous avez mentionné les sécheresses, les feux de brousse, les épidémies, etc. Qui choisit ces indicateurs? Qui élabore les seuils? Sur quelles sources d'informations collectées par qui, validées par qui, etc. Pouvez-vous nous donner des explications? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vais parler de la troisième composante de Terre aux Vies qui traite de gestion de risque. Comme j'ai dit, nous voulons renforcer la capacité des institutions et, en l'occurrence, les institutions des communes. Et nous avons effectué trois principales activités. Tout d'abord, on a travaillé avec ces communes pour aider à la planification d'urgence de ces communes. Et c'est quelque chose qui est requise pour toutes les communes,
mais pas forcément fait chaque fois à cause du manque de ressources, de temps ou d'expertise. Ce que nous avons fait, nous avons entamé un processus participatif qui réunissait les institutions dans le secteur formel et informel et les mobiliser pour faire leur propre évaluation sur les méthodologies de gestion des risques de catastrophe et de développer les plans afin d'identifier les risques qui les anticipent pour leur communauté, les risques qui se sont produits au cours des années, au cours des décennies, et essayer de développer quelques pistes de solutions ou des actions qui seront entreprises en cas de la survenue de ces crises. Deuxièmement, nous travaillons de près avec ces mêmes institutions pour travailler sur la question de collecte de données et de diffusion de ces données. Il y a beaucoup de données qui sont collectées par les institutions, comme le gouvernement, au niveau du terrain, au niveau des communautés, et ces données qui sont collectées sont par la suite transmises au niveau des communes, au niveau des entités décentralisées ou provinciales et puis au niveau national. Et souvent, ce système ne marche pas aussi bien qu'il a été conçu. Nous avons beaucoup travaillé aussi avec les RFSA au niveau communautaire. Mais nous, au niveau des communes, on a développé un processus de collecte de données qui est utile afin de permettre aux responsables locaux de prendre des décisions lorsqu'ils sont confrontés à une crise. Troisièmement, nous avons aussi diffusé les informations sur les systèmes d'alerte précoce en se servant des mêmes structures, surtout les structures institutionnelles, et travaillant avec ces institutions pour diffuser ou pour mieux diffuser ces informations. Ces deux activités sont interconnectées et donner des informations d'alerte précoce et par la suite faire les actions des plans d'urgence. Ça, en bref, c'est sur le projet principal de Terre aux Vies. Cela fait partie des activités de développement. Ce que nous avons vu, il y a trois principaux risques qui se sont produits sur tous les plans. Et il en est de même pour le Burkina Faso et pour le Niger, dans les 40 communes où on a travaillé, notamment l'insécurité, les inondations et la sécheresse. D'autres risques qui se sont produits, c'était les risques comme les épidémies épisodiques et les feux de brousse. Mais les trois principaux risques que j'ai mentionnés avant, c'était des risques qui étaient susceptibles de matérialiser au cours de ce projet et au-delà. Lorsqu'on a effectué nos plans de contingence, le plan de contingence communautaire, c'est un plan communautaire. Et lorsqu'on concevait le plan d'urgence, on a pris ces trois risques. Ces trois, on voulait être en mesure de pouvoir répondre parce on avait la possibilité que ces éléments se produisent. Cependant, l'USAID aussi nous a donné la disposition de pouvoir répondre à d'autres risques s'ils se produisent avec un processus qui est un peu plus long, mais c'est aussi quelque chose qui a été ouvert. Autre chose, dans la conception, nous avons pris en compte l'expertise de l'équipe. Nous avons une équipe qui travaillait sur trois secteurs spécifiques et il était très important pour nous de donner la valeur ajoutée dans les interventions d'urgence et sur base de ce qui est dans l'équipe, les différentes expertises de l'équipe. Les questions d'insécurité, c'était des éléments qu'on avait à bord. Nous avions une équipe qui pourrait répondre à cela lorsqu'il a fallu répondre. Nous n'avions pas cette expertise ni cette
capacité, mais il y avait des gens d'autres agences qui possédaient cette capacité et qui pouvaient mieux répondre. C'est pour cela que nous avons décidé de se concentrer sur les risques. Voilà les aspects que nous avions sélectionnés. Par rapport à la deuxième partie de la question sur les indicateurs, je pense qu'il y a une diapo que j'avais voulu partager. Je ne sais pas, Patrick, est-ce que vous, Justin, vous pouvez partager cela? Oui, voilà. Donc, chaque risque a des indicateurs différents et des seuils différents. Donc là, je vais vous donner un exemple des inondations. Mais d'autres risques aussi suivent le même processus. Donc, nous avons des phases différentes. Tout d'abord, nous avons le travail que nous faisons dans il a fallu avoir des indicateurs des indicateurs spécifiques pour l'activer. Lorsqu'il s'agit des crises, des éléments de stress, voilà, ce sont des domaines où il faut avoir des seuils spécifiques ou bien des indicateurs spécifiques pour nous signaler s'il fallait intervenir. Donc, les indicateurs que nous avons, ce sont des données géospatiales et on a vu que ça peut nous permettre de prédire des crises, prévoir des crises plutôt. Et ces données géospatiales ont été très importantes. D'une autre part, il y a eu des indicateurs que nous avons examinés qui ont été collectionnés auparavant. Mais on a voulu se servir de ces données collectées par des structures différentes pour faire un argumentaire en faveur du collecte de données. L'autre raison, ces deux types de données sont sont durables et ces gens ne vont pas s'arrêter de collecter ce genre de données. Mais c'est très important pour ces institutions de faire la collecte de données. Et c'est ce qu'ils font au quotidien. Ils ne doivent pas avoir des projets autonomes pour faire la collecte de données. Donc voilà, ça coûte beaucoup moins cher plutôt qu'avoir un processus autonome de collecte de données. L'autre aspect qui est très important, c'est le renforcement du système. Il y a eu des instants où nous essayons de renforcer des systèmes, des institutions, renforcer la capacité des institutions pour faire le travail. Lorsqu'il y a une crise, certaines agences ignorent certains aspects de ce qu'ils doivent faire. Donc, ils posent des questions de la qualité des données, le calendrier, etc. Donc, c'est pour cela qu'il a fallu travailler avec les institutions qui sont chevronnées, qui ont une expérience dans cela, mais qui manquent des moyens pour faire la collecte des données. Donc, on a vu que il y avait beaucoup d'avantages de passer par la collecte de données au niveau communautaire dans nos propres plans plan d'urgence, la planification d'urgence. Donc, si je regarde les indicateurs que j'ai montés pour l'inondation, c'est très critique dans des aspects différents. Et il peut aussi y avoir des périodes sans qu'il y ait des pluies et ça peut avoir un effet sur la culture et ça peut aussi aggraver l'insécurité alimentaire. Et là, on sait déjà qu'en septembre, il va y avoir
Si vous avez certains En termes d'inondation, nous avons le taux de pluviométrie de 70 mm qu'on a utilisé au cours d'une période de 2 jours. Et dans certaines communes où cela se produit, ou aux alentours et aux environnements avoisinants, ils sont susceptibles d'être affectés. Voilà certains des indicateurs qu'on a analysés. En matière d'insécurité, nous avons élaboré quelques éléments. Le déplacement de la population est un indicateur que nous suivons pour l'insécurité. La question d'accès à l'eau et aussi comment beaucoup de gens cherchent un accès à de différents points d'eau sont des choses que nous avons analysées sur les tendances en matière d'infrastructure. J'aimerais dire que, en termes de seuil, le seuil que nous avons développé sont inspirés par le seuil qui est développé par l'État. On voudrait s'aligner avec les cadres institutionnels et de pouvoir s'assurer que nous ne rendons pas des choses assez différentes que ce que font les institutions et de voir où et quand intervenir. L'État a un seuil particulier et leur seuil, c'est ils considèrent la capacité de du village, de la commune, de la région ou du pays à répondre. Et en fonction de certains seuils, parfois le nombre de personnes touchées va changer. Si c'est 50 personnes, c'est le village qui va en traiter. Si c'est 300, c'est la commune et ainsi de suite. Ces différents seuils sont développés par l'État et nous voulions nous aligner avec cela. Et au niveau des communes, la plupart des seuils qu'on utilise sont des seuils qui sont connectés avec les seuils communaux. Au final, ce document a été soumis aux donateurs pour discussion et approbation. Et c'est à eux maintenant aussi qui ont accepté ces points de vue et ils ont dit que alignés aux seuils nationaux et aux indicateurs qui sont utilisés pour la collecte de données était pertinent pour un projet comme Terrovie qui essaie de renforcer des capacités institutionnelles. Merci beaucoup pour cette illustration de comment les choses fonctionnent. Si nous pouvons juste laisser cette diapositive pour quelques secondes de plus. Patrick, j'aimerais maintenant vous poser une question. Pouvez-vous nous partager un exemple concret de ce qui s'est marché en pratique, soit par rapport à une inondation, une sécheresse ou une situation d'instabilité? Mais j'aimerais rester sur cette diapositive. Mais moi qui travaille sur les données, j'ai insisté sur la colonne source de données. Et la validité et la crédibilité ainsi que le taux d'acceptabilité des données dans les contextes humanitaires n'est pas une question qui est prise pour acquis. J'ai travaillé sur le Centre international de suivi et les données sur le déplacement est souvent politique et de nature politique et il y a beaucoup de questions qui sont posées autour des données sur le déplacement. Est-ce que vous pouvez parler un peu, avant d'entrer sur les cas concrets, pouvez-vous donner un exemple de comment les choses ont marché? Comment est-ce que vous avez utilisé les données de NOVA? Comment est-ce que ces données sont une source crédible pour la pluviosité? Dans ce contexte, est-ce crédible? Est-ce acceptable? Et dans la diapositive, je vois aussi les sources de données viennent de OSV. Comment est-ce que vous avez identifié ces plateformes comme des bonnes sources et vous les avez utilisées? Bon, vous avez raison. Tout processus de collecte de données s'applique au contexte. Et dans un contexte sécuritaire, ces données ont un caractère politique. Certaines données sont validées par les institutions, mais cela ne nous empêche de considérer des différentes sources de validation et de faire la triangulation des données, ainsi qu'analyser d'autres rapports qui sont élaborés. Et nous participons activement dans des clusters ou dans des groupes
On analyse les évaluations générales qui se font. Nous faisons aussi le suivi des rapports d'évaluation qui sont élaborés par le gouvernement, parce que le gouvernement effectue aussi sa propre évaluation en période de crise. Par exemple, au Niger, chaque année, on fait une évaluation post-récolte pour analyser comment la saison était et nous analysons ces différentes sources d'informations et nous nous assurons que nous triangulions ces informations et ces données. Je pense que vous pouvez toujours questionner certaines des sources de données, mais à un moment, particulièrement en matière de sécheresse, tout le monde était d'accord qu'il y a plusieurs rapports qui sortent à gauche, à droite, et il faut parfois aller au-delà des données et passer à l'action et prendre le risque d'entreprendre les actions. En termes de données de prédiction météorologique, on analyse différentes sources. On analyse les rapports aussi qui sont écrits et rien n'est parfait. Quand on analyse les données NDVI ou les tendances de pluviosité, ça vous donne une indication. Et l'indication que nous avons au Sahel maintenant, c'est que cette année, on aura une pluviométrie assez dense et certaines zones seront grandement affectées. Ce qui est aussi important, c'est que dans le principal projet, quand j'ai dit qu'on travaille sur des systèmes d'alerte précoce, on travaille avec des institutions régionales et on se sert des différentes sources d'informations et essayer de compiler toutes ces données. Et une chose que nous faisons par rapport aux communes, c'est qu'on fait les évaluations régionales ensemble avec l'aval des institutions. On rédige les rapports qui sont beaucoup plus liés à des communes particulières. Et donc, on l'apporte au niveau des communes. Ça nous aide à analyser les indicateurs un peu plus en détail et on voit comment chaque commune sera affectée. Et maintenant, s'agissant du stress, comme j'ai dit, nous avons des indicateurs préventifs de la survenue potentielle des risques. Ici, il y a une petite flexibilité et il y a une compréhension que celle-ci devienne une réalité à un moment donné. Et comme avec tout système d'alerte précoce, ça ne vous donne pas de choix, ça vous donne une bonne indication des tendances. Et c'est dans cette manière qu'on a agi. Autre chose, lorsqu'il s'agit de l'activation des modificateurs de crise, nous devons avoir un ensemble de données qui idéalement sont aussi simples et aussi francs que possible. Et quand vous simplifiez quelque chose, vous perdez sur quelques éléments de fiabilité. Et c'est un choix que nous avons aussi opté. On essaie de trouver de bons indicateurs, les indicateurs qui nous donneront suffisamment d'informations afin d'être confiants que nous devions activer les modificateurs de crise. Mais ce ne sont pas la recherche universitaire. Parfois, c'est la recherche-action et nous devons mettre le train en marche et nous devons prendre certaines décisions et comme un spécialiste de données, certaines données ne sont pas parfaites, mais ce modèle nous permet de pouvoir activer certains éléments et mettre le train en marche. Voilà. Nous voulons juste répondre en temps de besoin. Merci pour cet éclaircissement. Je vais revenir sur un autre compromis, pas ce que vous venez de mentionner, mais par rapport à
l'interprétation ou à la fiabilité des indicateurs. Ça, on va mettre un peu de côté. Maintenant, j'aimerais retourner à ma question d'avant. Si vous pouvez passer de ce chemin un peu abstrait maintenant à l'acte sur terrain, comment ça marche? Quand est-ce que vous l'avez préparé? Et quels sont les critères de réussite qui ont permis à vos actions de pouvoir obtenir des résultats? Sûrement. En fait, Terrovi, au cours du projet, a activé le modificateur de crise 6 fois et une fois pour chaque risque qui a été identifié. Peut-être si je peux vous donner certains exemples. Le premier, comme vous savez, il y a une grande crise au nord du Burkina Faso et il y a eu un fort déplacement en 2020 et les ressources en eau étaient un peu débordées et la nécessité était très évidente et le niveau de déplacement de la population était assez convaincant. But we also looked at the other indicator, which was the stress on the water resources. And those water resources were really, really overwhelmed. You know, we're having like 5 times, like 27% of access to water, and that was really quite low in that particular commune. Désolé, la connexion était un peu entrecoupée. L'USAID a activé le modificateur de crise à cause du déplacement de la population et nous avons réhabilité certains bornes fontaines et on a construit d'autres bornes fontaines sur base de l'accord après avoir activé le modificateur. On a travaillé avec certaines institutions qui gèrent les bornes fontaines sur les zones où nous opérons. Autre chose que nous avons fait et qui a soulagé les gens, ce qui était un grand besoin au Burkina Faso, en plus de cette activation de modificateurs de crise et dans le cadre du travail d'urgence et du travail de développement, on a travaillé ensemble avec les institutions communales et les gestionnaires des différents points d'eau afin de les encourager de formaliser les accords contractuels sur la gestion de ces points d'eau, ce qui n'a jamais été fait. Donc, ils géraient ces points d'eau et ça marchait bien, mais ce n'était pas fait en fonction du processus. Donc, c'était pour nous de tirer profit de ces interventions afin d'accroître la résilience de la commune. Avec les accords déjà conclus et une entité existante, cela encourageait les gestionnaires des différents points d'eau qui sont mobilisés en association et les gestionnaires par la suite étaient obligés d'agir en communauté pour la bonne gestion de ces atouts au cours des années. Et les managers étaient donc motivés à pouvoir investir leurs propres ressources, ce qui s'est fait par après. Je pense que ce cas, c'est un cas qu'on a présenté au groupe et un grand nombre d'acteurs étaient inspirés, surtout les acteurs œuvrant dans les activités d'urgence qui ont été inspirés à analyser comment faire correspondre le lien qui se fait dans une situation d'urgence et comment avoir un impact sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui a encouragé les gens sur la réhabilitation des points d'eau et cela a eu un impact positif. Deuxième intervention, plus récemment, on a eu une sécheresse au Niger et sur base des données que nous avons reçues,
nous avons activé les interventions en transfert monétaire dans la zone de Tillabéri au Niger. Et pendant ce cas-là, le point était que on s'est servi des données qui étaient offertes par l'OSV, c'est les structures locales de gestion de risque. Et nous avons validé ces données avec une autre évaluation qui est venue. Après, nous avons conçu les activités au cours des plans d'urgence communaux et on s'est servi de processus de planification fait par les communes. Et lorsqu'on a activé ce plan d'urgence, on a lié cette activité au travail qui se font par les institutions pour les mêmes raisons. Combien de fois est-ce que vous avez des villages et des communes qui sont exigés de développer un plan de risque de catastrophe ou le plan d'urgence et ils to fund those activities, and when there is a crisis happening, in fact, a lot of times agencies are overlooking those plans because they just don't have the time to look at. peut-être ils ne sont pas en mesure de bien agir à cause de la nécessité de répondre. Et dans notre cas, comme Terre Eau Vie, on était dans une position unique dans la mesure où on avait accès à ces plans et ces plans pourraient nous aider à concevoir les interventions qui aidaient à des plans d'urgence communaux et cela aidait à renforcer leur résilience parce qu'ils voyaient ces plans. Being in a drawer in an institution, as it's sometimes the case. So for that, I think it's from our perspective, it's really a shift. It's not only building the resilience. Et non seulement un ensemble de plans, on a renforcé la résilience de ces institutions et on a aussi développé les modificateurs de crise pour lutter contre les éléments de fragilité. Lorsqu'il y a une crise, ces institutions doivent être renforcées. Et vous n'allez pas seulement répondre en cas d'une crise, mais vous saisissez cette opportunité afin de renforcer le système et les institutions. Voilà deux exemples qui viennent à l'esprit. Très bien. Quand vous étiez en conclusion de votre réponse, vous présentez un dossier très intéressant de cette cohérence HDP dans la mesure où si vous travaillez de cette manière et d'anticiper des actions, cela aide à renforcer la cohérence dans les systèmes et structures existants. Si nous pouvons un peu retourner en arrière et j'aimerais reformuler la dernière question. Vous avez mentionné certains des facteurs comme s'aligner avec les seuils nationaux et aligner vos activités avec les plans des communes. Comme analyste des données moi-même, les faits sont têtus et moi, je crois que les décideurs vont toujours prendre les décisions sur base des preuves, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quels sont des autres facteurs qui entrent en jeu, qui affectent si vous avez les contraintes en matière de capacité ou en matière de temps ou même s'agissant de volonté politique et d'autres facteurs? Selon votre expérience, pourriez-vous parler de certains de ces facteurs et comment ils ont ou ils n'ont pas influencé la manière dont les preuves étaient utilisées dans votre contexte? Oui, vous avez raison. Si l'être humain était rationnel, ça serait facile d'agir, mais souvent, ce n'est pas le cas. De notre cas, je dois admettre, je vais partager deux exemples où on avait quelque chose qui marchait et c'est à cause de synergie entre les approches, mais la situation n'est pas rose tout le temps. Et l'une de nos préoccupations, c'est que il y a des lignes très... il y a les lignes qui ne sont pas connues sur à quel niveau l'activité humanitaire termine pour que les activités de développement démarrent.
et on ne connaissait pas la valeur ajoutée de Terre-Vie dans certaines interventions au début. Mais je pense que c'est la portée de l'intervention que nous devons analyser de près. Les modificateurs de crise ne sont pas de taille pour aider en matière de réponse humanitaire. Il est donc de nous de voir où intervenir, comment nous devons le faire, la zone que nous devons prioriser et ainsi de suite. Mais il s'agit de rôle. Il faut définir le rôle de chacun, chacune. Je ne pense pas... Bon, si vous avez des données collectées, ce n'est pas que nous activons les modificateurs de crise tout le temps lorsque le seuil est défini. Il y a aussi un processus administratif qui est connecté à l'activation de ces modificateurs de crise. Nous devons nous assurer que nous intervenions d'une manière acceptable du point de vue de notre bailleur de fonds lorsqu'il s'agit d'un projet de développement, surtout un projet qui renforce la capacité des institutions. À un moment donné, on a vu un refus de certaines interventions qui nécessitent l'activation de modificateurs de crise, où il y a les modificateurs de crise qui n'étaient pas approuvés parce qu'il y a d'autres acteurs qui étaient mieux placés à agir. Ce qui est sûr, c'est que nous avons accusé un certain nombre de retards. Ce n'est pas aussi rapide qu'on aimait. Je dois admettre qu'on a amélioré, mais au début, quand on a lancé l'activité Terre-Vie, ça prenait beaucoup plus de temps d'intervenir et certaines de nos interventions n'étaient pas ponctuelles. C'était encore utile, mais c'est la réaction en fonction de temps qui était problématique. Have I lost Patrick? Can someone confirm if it's me or Patrick? Est-ce moi ou Patrick est gelé? Oui, Patrick est gelé de ma part. While we're waiting for Patrick to come back, I believe Attendant son retour, je voudrais prendre un moment pour discuter des questions sur le chat. Il y a des questions qui ont même anticipé ce que j'avais à dire. Lisa et Sylvie, je vais revenir vers vous pour expliquer vos questions et vous donner le temps d'intervenir. Mais avant de le faire, j'aimerais donner à Patrick l'occasion de retourner à l'appel afin qu'il puisse entendre vos questions. S'il ne vient pas dans une minute, ce que nous allons faire, je vais vous demander de contribuer en tant que, comme commentaire ou élément de réflexion, si vous êtes d'accord. Nous pouvons peut-être continuer comme ça si... Est-ce qu'il y a signe que Patrick est avec nous? Non, pas encore. Bon, je crois qu'il serait le bon moment de recueillir les expériences des autres. Nous avons un nombre de personnes qui ont posé les questions. Surtout Sylvia, je vois Joëlène qui est là, qui lève sa main. Et nous avons Lisa. Je vois Joëlène a levé sa main. Avant d'appeler Sylvie, Lisa et les autres qui ne m'ont pas aussi donné la permission, commençons avec Joëlène qui a sa main levée. Joëlène, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Joëlène McGann, je suis responsable de programme ici à Washington, D.C. pour ACDI VOCA et je suis gestionnaire du programme VIM+, au Burkina Faso. Et il est très, très intéressant d'entendre l'expérience de Terre-Vie. Je sais qu'on a travaillé ensemble avec Terre-Vie
Surtout, je me souviens au début, quand on lançait nos événements, quand ils lançaient leurs activités, on leur aidait à la phase on les aidait à la phase initiale. Je crois la situation auquel nous étions exposés au Burkina Faso, c'était la CDI VOCA avait mis en œuvre le programme VIM, qui était une activité de RFSA, et RFSA était au Burkina Faso pendant 7 ans. On avait une équipe très, très expérimentée et nous comprenions que le problème d'insécurité était beaucoup plus au nord, et on a conçu notre programme avec une supposition. Et 2 mois après qu'on nous ait donné le feu vert pour lancer l'activité VIM+, il y a un événement qui nous a décrit comment l'insécurité allait se propager. Et pendant cette période, il y avait une très grande incertitude pour nous, et remodifier notre planification de contingence et travailler avec Food for Peace à l'époque. Et puis, il y avait aussi la transition au BHA qui se passait en même temps. Je crois la plupart des défis, moi comme gestionnaire, c'était avoir ces discussions avec nos équipes sur terrain sur ce qui se passait et s'il fallait réfléchir sur cette insécurité devenir un problème. Et dès le début, on avait une très grande résistance de l'équipe. Et je pensais que c'était une dynamique intéressante. Et où que vous êtes, si quelque chose commençait à se produire, on analysait, on regardait tout autour et on espérait le meilleur. Et comme Patrick a dit, l'être humain reste l'être humain et les gens ne voudront pas que cette insécurité soit une insécurité croissante. On voudrait que ça soit résolu au plus tôt. Dans la partie nord du Burkina Faso, nous nous sommes retrouvés un peu en arrière. On a passé beaucoup plus de temps à parler à l'équipe et avoir une conversation franche sur ce qui affectait les gens et comment il nous fallait intervenir sans être alarmant et agir aussi d'une manière qui est logique et qui s'assure qu'on offre un appui aux participants du projet. Voilà un défi particulier. Et je pense que notre plan d'urgence initial était très dense. On avait la maladie des animaux, on avait les sécheresses, on avait les inondations, mais on n'avait pas l'insécurité dans notre plan d'urgence initial et il nous a fallu revoir comment agir. Mais j'ai le sentiment que les attentes, quand on a transformé de Food for Peace jusqu'au niveau de BHA, cela a changé notre rôle. Food for Peace nous voyait comme la machine qui se transformait entre le travail humanitaire et le travail de développement. Mais le BHA nous voit beaucoup plus comme un partenaire au développement qui travaille côte à côte avec les acteurs humanitaires. Et ce qui marche pour nous, c'est la réflexion périodique et annuelle de notre plan de contingence dans le cadre de notre processus de planification qui nous permet d'adapter de façon continue quand la situation évolue. Voilà certaines des leçons apprises et les défis auxquels nous étions exposés. Et j'ai voulu parler avec vous pour voir si ça résonne avec quelqu'un. Merci beaucoup, Jo-Hélène.
Je vais revenir à certaines des questions en quelques minutes, mais je ne vais pas perdre de vue certaines des choses qu'on a discutées. Il y a deux choses en particulier que j'ai voulu saisir. Et je ne veux pas serrer les mots sur votre bouche, mais tout d'abord, vous avez décrit les risques qui sont plus ou moins récurrents. Sécheresse, conflits, inondations. Dans le Sahel et dans d'autres zones, ce ne sont pas des phénomènes isolés. Les phénomènes de sécheresse et de conflits sont souvent interconnectés et il y a une boucle de rétroaction entre une catastrophe et l'autre, ce qui occasionne aussi le déplacement des personnes. Et en même temps, Joellen a parlé des perceptions changeantes et des priorités changeantes des donateurs et comment les choses sont programmées. D'où ma question ou mon diagnostic. Quelqu'un a écrit sur la boîte de discussion si vous parlez des actions humanitaires ou des actions de développement. Mais même manière de parler de la situation. Mais ici, vous parlez d'un contexte particulier. Et maintenant, la question. Comment est-ce qu'on veut que ce système ressemble? Quel est l'équilibre que nous sommes en train de chercher? Qui décide? Hélène a parlé des priorités des donateurs et des priorités changeantes au sein de l'infrastructure de financement chez le bailleur. Vous aussi, vous avez mentionné les différents niveaux, planification communale et des planifications à haut niveau. Et autre question, comment incorporer ces complexités, surtout la complexité des différents phénomènes, surtout si ces phénomènes sont interconnectés, soit sécheresse, conflit, sécheresse, instabilité. Et quelques éléments de réponse. C'est quelque chose à laquelle Hélène a parlé en matière de processus. En ayant un processus, vous pouvez avoir une réflexion transparente avec les communautés, avec les donateurs, avec des autres partenaires. Je reviens vers vous sur cette question. Que pensez-vous, Patrick? Merci, c'est un processus très, très complexe. Et la plupart de nos interventions sont de nature très, très complexe. Beaucoup d'activités qui sont interliées dans des contextes très, très volatiles qui peuvent aggraver la complexité. Et nous, lorsque nous travaillons au niveau des systèmes, notre rôle principal, c'est de regarder les interconnectivités entre les composantes différentes, le changement de contexte qui se produit et de chercher à trouver des dominateurs communs. Et parce que ces trois risques vont avoir un impact sur l'accès à l'eau et à la sécurité alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très courant au Sahel et tout le monde en parle. Mais lorsque nous avons fait la conception de plans d'urgence et de la modificateur de la crise, nous avons essayé d'être beaucoup plus complète et de voir quelles sont les activités que nous pouvons mener pour nous permettre d'avoir l'impact désiré. Et pour ce faire, il faut prendre quelques décisions. Et moi, j'aime bien le principe de Pareto, parce que ce qui dit qu'il y a 80% des actions pour mener, pour aboutir à 20% de l'impact. Donc voilà, souvent c'est très compliqué, même au niveau de l'équipe. Par exemple, si on pose la question à l'équipe,
tout le monde est en train de travailler sur des choses différentes et à un moment donné, il faut prendre des décisions déterminantes. Et ce principe de Pareto nous aide à déterminer quelles sont les actions prioritaires et parfois c'est lié aux indicateurs. Il faut faire ce choix et de trouver des moyens simples dans la complexité. Et souvent, c'est beaucoup facile à dire et très difficile à actualiser et à réaliser plutôt. Et pour aboutir à quelque chose de très concret, étant donné les délais souvent très très courts, ça rend tout cela difficile. Par rapport à le commentaire de Amy, c'est vrai que tout le monde ne veut pas voir ces pays traverser ces crises. Mais nous avons vu un changement au niveau de nos équipes. Les gens demandent, il faut que nous intervenons davantage. Et il y a aussi la volonté aussi pour la demande de la riposte d'urgence, parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait dans le passé. Mais au début, c'était pas la même situation. Il y a eu une réticence. Et lorsque nous faisons le recrutement pour le projet de développement, ça, c'est quelque chose de différent parce que même les exigences sont différentes. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une riposte d'urgence dans la crise, ça demande toute une série de compétences. Et ça n'a pas été très facile. Lorsque nous avions ce composante de la gestion de risque, heureusement, nous disposons des compétences. Il y avait des personnels qui ont été impliqués dans la réponse d'urgence et qu'ils savaient quoi faire et qu'ils maîtrisent comment ça fonctionne et qu'ils peuvent aussi gérer les attentes des populations sinistrées pour permettre une réponse efficace. Par rapport à la priorité des bailleurs de fonds, oui, il y a quelques questionnements, comme ça a été mentionné avant. Souvent, on nous demande quelle est la valeur ajoutée. Donc, quand est-ce que la situation nécessite plus d'intervention humanitaire? Donc, ça, c'est souvent la question qui est posée. Et ces modificateurs de la crise nous permettent de répondre à ces questions et souvent, ils ne sont pas mis en œuvre d'une manière similaire dans tous les projets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer justement pour voir quelles sont les meilleures pratiques de ces indicateurs et comment est-ce que nous pouvons réagir lorsqu'il s'agit d'une opération normale humanitaire. J'ai d'autres questions à vous poser, mais comme le temps nous fait défaut, je vais sortir certaines questions justement pour donner la place aux autres de faire les commentaires. Mais avant de donner la parole aux autres personnes, je tiens à vous remercier de votre intervention, mais je veux savoir quelles sont les leçons clés que vous avez tirées autour de la planification d'urgence. Qu'est-ce que vous, si vous allez refaire des choses différemment ou bien dans l'avenir, quelles sont les choses que vous avez fait différemment, vous avez appris de votre expérience jusqu'ici? Tout d'abord, je pense que la dotation en personnel
C'est très important. Nous avons été très chanceux d'avoir des personnels qui disposaient de certaines compétences. Donc moi, je peux encourager les gens, si vous avez des modificateurs des crises racinés au niveau de vos projets, ça peut vous servir de bien. Il faut aussi choisir les gens ayant des compétences. Le prépositionnement est très important. C'est quelque chose que nous disons. Lorsque je parle de la prépositionnement pour liste de personnel, les consultants qui peuvent intervenir au cas d'urgence, parce que souvent, si nous accablons le personnel avec des demandes supplémentaires, ça peut avoir un effet néfaste sur le travail accomplir. Donc, nous pouvons avoir des gens qui travaillent à court terme, que nous pouvons recruter pour justement faire certains travaux. Il y a aussi des fournisseurs qui peuvent être prédéterminés et qui peuvent être sur notre base de données. Ça peut vraiment permettre la processus de devenir beaucoup plus efficace. Dans l'exemple que je vais donner, la Croix-Rouge en Burkina Faso dispose d'un système de renforcement de capacité organisationnelle. Donc, nous avons conclu certains accords avec eux, mais si j'étais à en faire, j'aurais pu faire ce renforcement de capacité organisationnelle pour permettre le déploiement du personnel et pour aussi nous permettre de riposter, lorsqu'il y a de la crise. Il y a beaucoup aussi d'aspects administratifs qu'il faut tenir en ligne de compte. Nous avons trouvé des moyens pour justement surmonter et de relier au plan d'urgence des communes, des communautés. Donc, ce sont des choses qui vont être gérées par les structures qui sont déjà sur le terrain. C'est comme si on avait quelque chose, une réserve et qu'on savait tout faire. Voilà la prépositionnement. Troisièmement, ce que il y a eu l'implication des organisations de la gestion des risques. Ces organisations ne sont pas parfaites et ça, c'est très important. Mais nous pouvons, au fur et à mesure, renforcer nos capacités. Et si on n'implique pas ces organisations lors des crises, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne le faisons pas? Et quand est-ce que nous allons les appliquer? Donc voilà les éléments que j'aurais fait autrement. Côté administratif, je pense que nous, pour notre cours, nous avions 6 modificateurs des crises en cours en même temps. Pour gérer tout cela, c'est pas facile. Donc, souvent, ça peut être accablant. Je pense qu'il y a des procédures, ou bien des processus qui peuvent être conçus pour rendre l'opération beaucoup plus souple. Et comme je t'avais mentionné, lorsqu'on a commencé, nous étions très, très lentes, mais les choses se sont améliorées et maintenant, nous intervenons beaucoup plus rapidement. Donc, ce sont des conversations que nous pouvons aussi tenir avec nos bailleurs de fonds, justement, pour les permettre, pour les demander d'être beaucoup plus flexibles et réactifs lorsqu'il s'agit des prises de décision. Il faut toujours voir comment nous pouvons améliorer les processus.
Merci beaucoup. Je pense que ça, l'apprentissage est très important et j'apprécie l'accent que vous avez mis sur cela. Pour moi, avons suivi votre intervention de ma propre expérience. Les investissements dans le système au cours des années, ça peut vous permettre d'accélérer les choses. Bon, maintenant, je veux maintenant donner la parole aux participants, particulièrement à Sylvie, parce que j'ai vu que Sylvie a eu des commentaires à maintes reprises. Donc, je vais maintenant vous donner la parole, Sylvie, et vous allez décider quelle question vous allez aborder. Donc, vous pouvez aussi nous donner le contexte du Mozambique. Quelle est votre expérience? Bonjour, merci Patrick, bonjour à tout le monde. Oui, je viens d'un contexte assez différent. Je suis basé au Mozambique avec le Programme mondial d'alimentation. Et les interventions de Patrick m'ont rappelé des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a des points communs sur ces éléments. Il y a aussi le commentaire de Joël sur les aspects qui ne figuraient pas sur le plan d'urgence, comme l'insécurité. C'est l'une des choses que nous voyons ici au Mozambique. Il y a eu des conflits dans certaines régions du pays. Nous travaillons pour assurer la réponse et dès cette année, nous allons travailler sur le plan d'urgence. Mais c'est quelque chose qui est dans des étapes formatives. Or, le soutien qui sont accordés aux agences chargées de la réponse, justement de réponse des crises, des catastrophes. Nous avons commencé à élaborer ce plan d'urgence sur la base des données qui sont collectées et la Croix-Rouge et d'autres organisations sont beaucoup plus habituées à le faire. C'est pour cela que j'étais intéressé par l'indicateur que vous aviez projeté. Et j'ai vu justement, j'ai pris le temps justement pour voir quels sont des éléments qui peuvent nous intéresser et de faire la priorisation des défis auxquels nous allons être confrontés. Il y a beaucoup de points d'intérêt, mais je pense que le dernier point qui est lié aussi à la conversation sur le travail humanitaire et le travail de développement, la planification d'urgence est très important. Et lorsqu'on fait la mention de liens, souvent il y a beaucoup de conversations, mais il faut maintenant passer à la mise en œuvre pour s'assurer qu'il y ait le vrai lien et permettre à tous les acteurs. Nous explorons aussi les options pour le financement de ce lien. Notre travail que nous faisons au Mozambique, c'est l'interopérabilité et de voir aussi que deviendra des communes une fois que ce projet s'achève. Donc, nous voulons examiner l'ensemble du continuum de la gestion de catastrophes et d'identifier des outils différents qui peuvent être utilisés pour le financement des risques de catastrophes. Et là, je parle des catastrophes naturelles. Nous pouvons entrer dans le détail. Mais
L'essentiel, c'est juste l'introduction des outils différents et de trouver des moyens durables pour financer la mise en œuvre de ces outils. Au Mozambique, nous disposons d'un fonds pour la gestion de catastrophes. Et la structure initiale de ce fonds, c'était que les bailleurs de fonds, ils mettaient de l'argent et l'État et les communes, les districts et les provinces pourraient avoir accès à ces fonds pour financer leurs activités. Une fois qu'il y ait une alerte qui est déclenchée. Donc ça pourrait être un exemple que nous pouvons en parler. Mais bien sûr, comme nous ne disposons pas de système d'alerte pour la sécheresse, ça pourrait être difficile pour permettre ce fonds de répondre dans les situations de sécheresse. Mais il peut y avoir aussi d'autres moyens innovatrices de financement. Par exemple, comme l'assurance contre les catastrophes liées au climat. Il y a la Société africaine d'assurance, acte d'Union africaine, qui propose l'assurance. Mais je tiens vraiment à vous remercier de votre intervention. Merci beaucoup, Sylvia. Vous avez donné la perspective de la Croix-Rouge et comme vous avez mentionné les aspects de risque. Nous travaillons en collaboration avec toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Cette action participative est très importante et d'avoir une compréhension commune de qui fait quoi, des rôles, la répartition des rôles, tout en dépendant du contexte. Mais, justement, pour avoir un cadre analytique, et ça, ce qui m'est venu en esprit, comment est-ce que nous pouvons articuler des cadres très transparents et analytiques, et comment démontrer, Patrick, je ne sais pas si ça fait partie des solutions qu'il est dans notre portée, qu'est-ce qui est hors de notre portée. Je pense que les voies à suivre pour nous permettre de faire le lien de ces risques, justement, pour reconnaître que ces risques, ce sont des éléments importants. Donc, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur cela, Sylvie, ou bien Patrick, ou bien parce que l'un d'entre vous vont intervenir. Ou bien Patrick, on commence par vous. Bon, je suis là. En fait, je pense que c'est très important de trouver l'équilibre dans ces processus très, très complexes et les actions très, très complexes. Et de notre perspective, souvent, nous pensons que nous sommes en train d'intellectualiser le processus. Mais je comprends aussi que les données comme les données de prévision peuvent être faites et nous avons déjà démarré un travail vers ce sens. Il y a aussi beaucoup de travail de fait de le lien entre les institutions et se servir des indicateurs sur le système de l'alerte précoce du Niger et de regrouper toutes ces données. Il y a des interventions que travaillent en isolation, mais il y a des efforts par les agences onusiennes pour permettre à tous les acteurs de disposer des données communes qui nous permettent d'agir
vers le bon sens. Il y a beaucoup des organisations qui sont en train d'élaborer des cadres différents. Il y a des données qui peuvent être utiles aux établissements différents. Le besoin est énorme et chaque organisation peut y intervenir. Mais quel est l'objectif? D'avoir 10 organisations se servir de systèmes différents d'alerte précoce. Donc, mieux, ça aurait été mieux de voir tout le monde travailler ensemble et d'avoir une plateforme multi-acteurs qui vont nous permettre d'examiner les besoins parce que nous avons aussi des besoins différents, des bailleurs différents pour activer des réponses. Nous devons être beaucoup plus complètes et disposer d'un système qui est bien géré par l'État. S'il y a des établissements qui ont besoin de plus d'informations d'ici et là, pour voir comment y répondre. Et là, j'ai eu aussi à lire jeter un coup d'œil sur les commentaires. Il y a la question de la durabilité qui a été posée. Qui va financer quoi? Pour combien de temps? Il y a le plan d'urgence. We may have lost Malheureusement, nous avons l'intervenant a des problèmes de connexion. Hello, Patrick. We can hear you. Go ahead. Go ahead. Yes, we do. Patrick, oui, on vous entend maintenant. Donc, je disais que nous sommes en train d'élaborer ces plans d'urgence au niveau des communes. Et ça doit être intégré au plan de développement des communes. Et en ce faisant, ça va assurer l'aspect de la durabilité. Donc, c'est ça la première étape, le fait intégrer dans le plan de développement et s'assurer qu'il y ait un budget. Il faut aussi rappeler les acteurs de leur rôle, de convoquer des réunions de coordination. Et on a vu à Burkina où les acteurs maintenant jouent des rôles très appropriés et ces acteurs ont été habilités et maintenant ils peuvent s'acquitter de leur rôle. Et nous pouvons aussi renforcer la capacité des institutions chargées de la gestion des catastrophes pour qu'elles puissent s'approprier de leur mission. Et nous avons aussi beaucoup d'agences qui sont en train de lier leurs activités aux structures existantes. Donc, effectivement, ça doit être très important à ce que les agences financent ces interventions. Et ça va nous aider de disposer des systèmes très solides et permettre aussi aux acteurs de s'approprier de leur mission. Merci beaucoup, Patrick. J'ai une dernière question pour vous, mais avant de vous poser la dernière question, je vais donner la parole aux autres participants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez la poser. If not, Patrick, I'll give you one last question Si personne ne demande la parole, je vais vous poser la dernière question, Patrick. Justin, si vous permettez, j'aimerais compléter Patrick. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du risque de surconceptualisation. Et c'est lié au dernier point qu'il vient d'évoquer. L'activation, même si parfois ce n'est pas d'une façon parfaite, mais ça peut être une étape très importante pour renforcer la capacité. Même si le risque devient de plus en plus complexe,
commençons par l'activation et la réunion des coordinations et l'appropriation, et tout cela sont très importants parce que ça peut aussi aider à gérer des situations imprévues. Par exemple, dans des contextes prévisibles, ça peut dans des contextes imprévisibles pour renforcer la résilience. Et je vois aussi le lien avec le point que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est très important de faire la collecte des preuves pour mettre sur pied un système de suivi et évaluation. Et il y a aussi des effets négatifs que nous voulons éviter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces effets négatifs? C'est très important aussi de mesurer notre performance et de voir comment nous pouvons atténuer l'impact et de mettre au point le système d'évaluation et d'avoir des mesures de rétroaction pour nous permettre d'améliorer nos plans. Revenons à mon point de départ. L'idée, c'est de renforcer les compétences et d'être prêt à faire face aux imprévus. Et je pense que c'est étape par étape. Il y a eu une question par rapport au renforcement de nos capacités. Je pense que l'idée, c'est de passer étape par étape. Merci. Okay. No, thank you, Sylvia. I'd rather Merci have beaucoup, listened- Sylvia. heard myself J'ai before. suivi votre intervention avec beaucoup d'intérêt. Je pense que la question que j'allais poser, c'est pas une question que Patrick peut répondre très facilement et rapidement. Et comme le temps nous fait défaut, je ne vais pas la poser. Donc, je vais rendre la parole à Franck pour qu'il puisse clôturer la réunion. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Patrick, Joël et Sylvia. Je pense que nous avons eu une conversation très, très riche et nous avons eu à composer un peu pour le manque de participation de Perrine. Je pense que nous avons eu un échange très, très riche des idées et ça a été une conversation très, très riche. Mais avant de quitter, nous avons mis un petit sondage sur la boîte de discussion. J'espère que vous allez prendre du temps, moins de 2 minutes, pour nous transmettre vos rétroactions. Et ça peut nous aider à améliorer des séances futures. Entre-temps, je veux aussi vous dire que nous avons une formation pour la planification pour le changement avec et c'est beaucoup plus détaillé d'ampleur et c'est très pertinent à la conversation. Vous pouvez cliquer sur le lien qu'a mis Suzanne sur la boîte de discussion. Et ça ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste l'introduction pour la planification d'urgence, l'élaboration de plans d'urgence, et ça peut aider aussi les organisations de mettre en place une équipe, la culture d'équipe. Donc voilà les matières qui ont été abordées sur la conversation d'aujourd'hui. Nous avons aussi une autre séance demain et nous allons voir l'importance de l'évaluation humanitaire et le travail ensemble et améliorer l'efficacité. Je tiens à vous remercier énormément de votre participation. J'espère que vous allez être là demain pour la séance de demain. Encore une fois, merci et au revoir.